et ceux d'Islande font partie d'un vaste système qui a passé les derniers 180 millions d'années à fabriquer l'Atlantique, le plus jeune de nos océans. Cet océan s'étend, lentement peut-être, mais il n'y a pas de doute, il s'étend encore. Pendant les 90 minutes qui sont nécessaires à la station spatiale pour effectuer une orbite autour de la planète, l'Atlantique s'élargit de 0,003 mm. C'est normal que le monde change. Ce qui l'est moins, c'est la vitesse phénoménale de son évolution actuelle. Et nous en sommes la cause. Notre prochain arrêt en est l'exemple parfait. Nous sommes dans la forêt amazonienne, au Brésil. Cette forêt tropicale existe depuis 55 millions d'années. Mais les changements les plus spectaculaires ont eu lieu au cours des 50 dernières années. De toute évidence, dès que les humains sont descendus des arbres, ils n'ont eu qu'une idée, les couper. La hache en silex a été l'un des premiers outils inventés. Armés de ce précieux instrument, les hommes se sont ensuite lancés dans l'abattage de forêts entières, un art que nous avons grandement perfectionné au fil des siècles. Si la forêt amazonienne disparaît à une vitesse hallucinante, c'est parce que nous sommes devenus des bûcherons redoutablement efficaces. Dans le nord de l'Europe, il a fallu à nos ancêtres environ 500 ans pour éliminer le plus gros des forêts au profit de l'agriculture. Cela leur aurait pris sûrement moins de temps s'ils avaient eu des tronçonneuses. Sur les centaines d'essences que comporte la forêt amazonienne, seules 30 à 50 ont une valeur commerciale. Le reste est brûlé pour être remplacé par des cultures. Pourtant, tous les pays finissent par arriver à un point où ils cessent de couper les arbres et commencent à replanter. Ce moment s'appelle la transition forestière. En Europe et en Amérique du Nord, ce stade a été atteint au XIXe siècle. Et aujourd'hui, les forêts s'y développent à nouveau. Le Brésil y parviendra sans doute un jour, mais ce n'est pas pour tout de suite. Actuellement, chaque fois que la station spatiale passe au-dessus d'elle, la forêt amazonienne a rétréci de 2,2 km², soit 220 hectares. Cela correspond à environ 300 terrains de football. Si les dégâts sont visibles en Amazonie, il est parfois plus difficile de repérer les modifications ailleurs, et davantage encore d'en comprendre les causes. Le Groenland est situé à 10 degrés à l'ouest et à des milliers de kilomètres au nord du Brésil. Ce paysage, l'un des plus inhospitaliers du monde, couvre de vastes étendues. Essayer d'appréhender les forces qui sont à l'œuvre dans cette région n'est pas une mince affaire. Les scientifiques ont donc choisi le meilleur point d'observation qui soit, l'espace. Entre 2003 et 2007, un satellite a été mis en orbite au-dessus du Groenland et de l'Arctique. 5 millions de relevés laser plus tard, on connaît l'épaisseur de la glace, sa vitesse de déplacement et le volume compensé par les chutes de neige. Les résultats sont assez déprimants. À chaque révolution de l'ISS autour de la Terre, ce sont 54 millions de mètres cubes de glace qui fondent. De quoi remplir près de 10 fois le Stade de France. Pardon. Personne ne conteste plus le fait que les manteaux glaciaires disparaissent très vite. Et tout semble indiquer que ceci est dû à l'activité humaine.
avait souligné l'évidence, est en train de devenir le meilleur moyen de provoquer la controverse. Le problème, c'est la complexité. Il y a tant de variables, tant d'éléments à prendre en compte. Nous avons beau tourner dans l'espace, de grandes parties de la planète demeurent inaccessibles à notre compréhension. Notre prochaine escale, par exemple, site du plus grand spectacle son et lumière du monde. Au Venezuela, jusqu'à 160 nuits par an, une tour de nuages haute de 5 km s'élève au-dessus du lac Maracaibo. De celle-ci, des éclairs fusent parfois pendant 10 heures d'affilée. Quel est donc ce phénomène étrange? Vu son ampleur, nous devrions être en mesure de l'expliquer. On pense que des fronts météorologiques qui descendent des Andes se heurtent aux émanations de méthane du lac marécageux, ce qui crée les conditions idéales à la formation de la foudre. Mais ce n'est qu'une théorie parmi d'autres. Personne ne sait au juste pourquoi ceci ne se produit que par intermittence. La foudre frappe environ 100 fois par seconde. Par conséquent, durant une orbite de la station spatiale, elle touche la Terre près de 540 000 fois. Quand on voit combien il est difficile d'expliquer pourquoi il y a autant d'éclairs dans une si petite zone, on se sent plein d'indulgence pour les météorologistes qui tentent de faire des prévisions. Nous avons compris les grandes lignes. Le Soleil chauffe l'atmosphère, et c'est la libération anarchique de cette énergie accumulée qui crée le vent, les nuages, la pluie, la neige, la grêle et autres manifestations météorologiques. Mais les choses se compliquent quand on tente de compiler le tout pour anticiper ce qui va se passer à l'échelle mondiale. Dans notre progression vers l'ouest, nous atteignons à présent le golfe du Mexique, théâtre de perturbations météo d'une extrême violence. Voici un ouragan vu de l'espace. Juste à l'extérieur de l'œil du cyclone. Cela souffle terriblement, les vents dépassent les 110 km à l'heure. Pourquoi cette tempête fait-elle le golfe du Mexique? Pour répondre à cette question avec certitude, il faudrait un modèle informatique qui tienne compte de toutes les variables jusqu'au moindre battement d'aile de papillon à l'autre extrémité de la planète. C'est tout simplement impossible.